Sans transition, donc Pierre-Henri, Françoise Forêt, tenez. Vas-y, vas-y. Doucement. Ici, et Renaud au milieu. Voilà. Je signale la présence de Anne Lehars et grâce à elle, FR3 Côte d'Azur nous retransmet en direct. Donc, merci beaucoup. Déjà hier, merci. La parole est à toi, Renaud. Merci François. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Donc je m'appelle Renaud Dely et ça n'est pas tout à fait la première année que j'ai le plaisir d'être invité par Françoa et par l'ensemble des organisateurs des rencontres de Cannes ici. Donc je suis ravi de vous retrouver une fois de plus. Et donc nous allons commencer cet après-midi avec un premier débat dans le cadre de ces rencontres de cette année autour d'une question qui nous concerne au premier chef, qui nous intéresse au premier chef, qui est celle du grand âge. Où allons-nous ? Bien, nous espérons y aller le plus longtemps possible, bien sûr. Et en même temps, cette question du grand âge, évidemment, elle suscite chez chacun d'entre nous, et puis au-delà, dans les sociétés contemporaines, elle soulève un grand nombre d'enjeux dont on va débattre dans un instant. Le débat étant donc minuté de façon quasi militaire, comme l'a expliqué François Lapeyroux. À l'instant, je vais être extrêmement bref et d'abord donc vous présenter nos deux intervenants de ce débat. À ma gauche, Françoise Forêt. Bonjour Françoise Forêt, ravi de vous accueillir. Vous êtes donc professeure de médecine, évidemment spécialiste de gériatrie, directrice de l'ILC France, qui est un institut qui travaille justement plus spécifiquement sur la longévité et auteur de très nombreux ouvrages consacrés à cet enjeu. Et puis à ma droite, Pierre-Henri Tavoyot, philosophe qui exerce à Paris à la Sorbonne, spécialiste, président du Collège de philosophie aussi, spécialiste entre autres de la philosophie des Lumières, des questions éthiques, mais aussi des questions éducatives et des âges de la vie précisément et du lien intergénérationnel. Et tout de suite, je vais au préalable vous donner à chacun d'entre vous la parole, on va dire, pour un grand maximum de 10 minutes. Ensuite, on organisera un échange, un débat entre vous. Et donc, le gong sonnera au bout de 40 minutes avant que vous reveniez pour répondre aux nombreuses questions de la salle. Françoise Forêt, cette question du grand âge, à la fois c'est un horizon, un espoir, peut-être un dessein, un objectif qui forcément nous interpelle. Et en même temps, c'est une angoisse, souvent, c'est quelque chose, le grand âge, qui peut avoir une dimension angoissante, anxiogène, comme si c'était forcément quelque chose de pénible, de dur, de difficile à vivre. Vous avez une formule, parmi tous vos écrits notamment, qui est celle de... Vous dites que bien vieillir, finalement, c'est d'abord de bien vivre. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'abord de bien vivre tout au long de la vie, mais c'est vrai, si vous voulez, que quand on voit la population qui avance en âge, c'est-à-dire nous tous, il y a deux populations dans cette population qui sont totalement séparées, c'est-à-dire les personnes qui avancent en âge en bon état d'autonomie, quel que soit leur état de santé. On peut avoir des maladies chroniques, quelquefois un peu invalidantes, et être tout à fait autonome. Et il y a la deuxième partie de la population dont nous devrons reparler nécessairement, même si c'est plus intéressant de parler de la première, bien entendu, c'est plus optimiste. La deuxième population, c'est une population qui, de par les maladies chroniques invalidantes, est dans un état de ce qu'on appelle la dépendance en France, qui est un vilain mot, c'est-à-dire en perte d'autonomie. Alors, vous dites qu'il y a une angoisse de vieillir, oui, parce qu'à l'heure actuelle, on envisage le vieillissement sous le prisme de cette seconde partie. Or, il y a un chiffre qu'il faut retenir, qui est très important, c'est que 8% seulement de la population de plus de 60 ans est en perte d'autonomie. 8%. Ça veut dire que 92% de la population de plus de 60 ans en France est autonome, même si elle est quelquefois porteuse de maladies, ça n'est pas du tout antinomique. Donc ça donne une idée qui est quand même une idée plus optimiste du vieillissement, et moi je considère que c'est l'aventure la plus prodigieuse à l'heure actuelle du vivant.
Et dans cette enceinte où on a beaucoup parlé de l'environnement, etc., je trouve que c'est le meilleur exemple de développement durable. L'espèce humaine, absolument, l'espèce humaine est absolument extraordinaire. C'est la seule espèce animale qui a pu influencer son espérance moyenne de vie. Non pas sa longévité maximale. On parle de longévité, c'est un plus joli terme, mais en réalité, la longévité maximale n'a pas bougé. C'est l'espérance moyenne de vie qui a bougé. Et il faut dire que cette espérance moyenne de vie est absolument considérable, puisque à 60 ans, une femme a encore 27 ans de vie devant elle. Ce qui est quand même énorme. Un homme, un petit peu moins. Ces chefs-d'œuvre fragiles nous sont inférieurs sur le plan de l'espérance moyenne de vie à 60 ans. Mais ils sont bons quand même. Hein. Mais enfin, on aimerait bien les garder plus longtemps, et c'est pour ça qu'on s'intéresse, nous, énormément à la prévention. Parce que pour bien vieillir, il faut bien vivre, vous avez tout à fait raison de le ressouligner. Et ce qu'on peut se demander, c'est quelles sont nos armes maintenant pour bien vieillir et pour bien vivre. Il y en a 3 essentiellement. La première, c'est la prévention. Alors la prévention, elle est opérationnelle, mais elle souffre finalement de 2 écueils. Le premier écueil, c'est que être sensible à la prévention dépend essentiellement du niveau d'éducation. Essentiellement. Même pas du niveau économique, du niveau d'éducation. Ça veut dire que s'il y a une urgence en France, c'est d'élever le niveau d'éducation des populations. C'est ça qui permettra de plus en plus d'être accessible à la prévention et de bien vieillir. Le deuxième élément important, c'est un concept qui a été mis au point, si je puis dire, par une gériatre américaine qui s'appelle Linda Fried. C'est le concept de fragilité. Il faut savoir agir sur la fragilité. Et le troisième élément de bien vieillir, c'est la promotion de l'activité. Alors, prenons le premier élément, si vous voulez, c'est-à-dire la prévention. La prévention, c'est la prévention des maladies dites liées à l'âge. Et cette prévention, quand on en donne les éléments, il ne faut pas croire qu'on les sort d'un chapeau, et qu'on les sort d'un chapeau pour embêter la population. Ça repose sur des études. C'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine fondée sur les preuves. Et parmi ces grandes études, il y a par exemple l'étude de Framingham qui a commencé dans les années 50, c'est pas d'aujourd'hui, qui a identifié la majeure partie des facteurs de risque sur lesquels nous pouvons agir pour éradiquer complètement une grande partie des maladies dites liées à l'âge. Alors je veux parler des maladies cardiaques, des maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires, ce qu'on appelle les attaques, les accidents vasculaires cérébraux, l'ostéoporose qui fait le lit des fractures du col du fémur, les troubles de la vue, les troubles de l'audition, même une grande partie des déficits cognitifs sont des maladies qui sont accessibles à la prévention. Alors la prévention, c'est jamais du 100%. Hein. Il ne faut pas croire que quand on fait de la prévention, on est absolument assuré d'être débarrassé de ces types de maladies. Mais quand on voit par exemple le traitement de l'hypertension artérielle, même à un âge avancé, ça permet de diminuer de plus de 40% les accidents vasculaires cérébraux. Et on pourrait donner exactement le même type de chiffres pour l'ensemble de la prévention. Donc premier pilier, la prévention. L'ennui de la prévention, c'est que ça repose essentiellement sur l'hygiène de vie. Et quand vous commencez à parler d'hygiène de vie, c'est-à-dire bien se nourrir, et tout le monde n'a pas, je ne me rappelle plus son nom, c'est pas Frédérico, c'est... Perico voilà. Légas. Tout le monde n'a pas un Perico à la maison, malheureusement. Moi, j'aimerais beaucoup. Mais on peut quand même bien se nourrir, même si on n'a pas de Perico à la maison. C'est bien se nourrir, c'est avoir de l'activité physique, c'est avoir des relations sociales, etc. Et quand vous dites ça aux gens, c'est tellement banal qu'ils vous disent « Mais écoutez ça, docteur, je l'ai entendu 100 fois. » Ben oui, vous l'avez entendu 100 fois, mais ça marche. C'est opérationnel. Et là encore, on a une foule d'études qui nous montre que si, par exemple, vous pratiquez de l'activité physique, vous diminuez votre risque de diminution des fonctions cognitives et vous augmentez même vos structures cérébrales. Ça a été démontré. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la prévention, ça marche. Deuxième pilier, je disais tout à l'heure, la fragilité. La fragilité, c'est quoi ? C'est l'état de beaucoup d'entre nous qui fait qu'avec l'âge, il y a quand même une diminution des grands systèmes de l'organisme, système hormonal, système immunitaire, etc. Il diminue quand même un petit peu progressivement, et chez certaines personnes, c'est plus important que chez d'autres, et à ce moment-là, elles ont une difficulté, ces personnes, à répondre à un stress.
Le stress, ça peut être un veuvage, ça peut être une fracture du col du fémur, ça peut être la grippe l'hiver. Et ce stress fait que ces personnes qui étaient totalement autonomes basculent dans la dépendance. Or, c'est très facile de reconnaître quand une personne âgée est fragile. Il suffit de lui poser 3 questions. Premièrement, est-ce que vous avez maigri? Est-ce que vous avez perdu plus de 10% de votre poids depuis 2 ans? Deuxièmement, est-ce que vous vous sentez harassé, fatigué? Les personnes vous disent, par exemple, avant je recevais mes petits-enfants le dimanche à midi, maintenant je n'ai plus le courage d'organiser un déjeuner du dimanche. Donc les personnes sont fatiguées. Troisième question, ça vous pouvez le faire facilement, est-ce que vous êtes capable de vous lever de votre chaise sans l'aide des bras? Pierre-Henri, est-ce que vous pouvez faire ça? Attention, hein, Pierre-Henri, soyez... Sans mettre les bras. Sois prudent. Voilà. Il n'est pas fragile. Quand vous répondez oui à une de ces 3 questions, il faut aller voir votre médecin praticien. Pourquoi c'est important? Parce que la fragilité, elle est réversible. C'est-à-dire qu'on peut empêcher les personnes de devenir dépendantes et vous pouvez basculer de l'état de fragilité à l'état de robustesse et redevenir une personne âgée, une personne qui vieillit, qui est juste. Troisième pilier, alors moi j'insiste beaucoup là-dessus, c'est l'activité. Alors, quel type d'activité? Toutes les activités sont bonnes. Moi, il y en a une que je favorise beaucoup, c'est la prolongation de l'activité professionnelle. Et c'est pour ça que j'en veux, voilà. Et c'est pour ça que j'en veux beaucoup à quelqu'un comme M. Mitterrand, par exemple, c'est pas de la politique, hein, d'avoir abaissé arbitrairement l'âge de la retraite de 65 à 60 ans, alors qu'on savait très très bien que la majorité de la population serait capable de travailler plus longtemps. On ne savait pas encore tout à fait bien que c'était extrêmement bénéfique pour les fonctions cognitives, mais on savait aussi que ça allait géopardiser, comme on dit en anglais, le système des retraites par répartition. Donc l'activité, là encore, il y a des études absolument fabuleuses. Nous, on a fait une étude avec le RSI, la Caisse de retraite des indépendants, une étude sur 400 000 retraités du RSI, et on a pu démontrer que plus vous continuez votre activité professionnelle, plus vous diminuez votre incidence de maladie d'Alzheimer. Et dans notre étude, quand vous passez de 60 à 65 ans, ce qui n'est quand même pas le bout du monde, vous avez une réduction de 15% du risque de maladie d'Alzheimer, ce qui est absolument énorme dans la mesure où, à l'heure actuelle, comme vous le savez, il n'y a pas de prévention pharmacologique de la maladie d'Alzheimer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi l'activité professionnelle? Parce qu'après tout, on peut vouloir faire plein d'autres activités, faire de la philosophie, jouer au golf, recevoir ses petits-enfants, etc., etc. Mais le problème, et chacun d'entre nous le connaît, c'est que quand on arrête son activité professionnelle, c'est l'intensité de la stimulation qui diminue. Or, cette intensité est très très importante. On se lève plus tard, on va moins vite, on est moins pressé. Donc, on n'a pas cette sorte de stress. Parce qu'il y a du bon stress physiologiquement. Il y a du mauvais stress quand il est trop important, mais il y a du bon stress. On n'a pas ce stress de stimulation qu'on a dans l'activité professionnelle. Et il y a de très très belles études encore. Il y a 2 études. L'étude SHARE, qui est une étude européenne, sur 80 000 personnes européennes qui ont été suivies de plus de 50 ans. Et il y a une étude américaine qui s'appelle Health and Retirement Study, HRS. C'est la même chose. Ils ont suivi 20 000 Américains de plus de 50 ans. Et l'une comme l'autre des études ont pu démontrer que 10 ans après la retraite, les scores cognitifs diminuent absolument de moitié. Alors, on peut tout à fait combattre ça, et ça, l'étude SHARE le dit. Quand vous avez de l'activité, quand vous êtes syndicaliste, par exemple, syndicaliste, c'est très très bon. Quand vous faites de la politique, c'est très bon. Vous pouvez regagner la moitié perdue. Et alors, le plus important, c'est bon à savoir, c'est si vous êtes capable d'apprendre une langue étrangère, à nouveau, vous dites, tiens, maintenant je vais apprendre l'italien, qui est la langue des dieux, ou maintenant je vais me mettre au grec, et bien là, vous pouvez tripler votre score cognitif. C'est dire à quel point, finalement, l'activité est quelque chose de très important. Donc, avec tout ça, je pense que chacun d'entre nous, non seulement peut vieillir, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est ce que les Américains appellent l'empowerment. C'était le fait d'être responsable de sa propre santé
et de son propre vieillissement. Alors, il faut se méfier de cette notion d'empowerment, parce qu'on peut se dire, bah oui, si je tombe malade, ça va être de ma faute. Pas forcément. Pas forcément. On peut être atteint d'une maladie d'Alzheimer, on peut être atteint d'une maladie grave, et pour autant, on a fait tout ce qu'il fallait. Mais il y a un dernier élément que j'aime bien quand même, c'est qu'il y a eu beaucoup d'études sur l'optimisme. Et en particulier une étude néerlandaise sur la très belle cohorte de Kugelsman, qui a très très bien démontré que quand vous comparez les optimistes aux pessimistes, eh bien les optimistes ont 40% de maladies cardiovasculaires en moins que les pessimistes. Donc il faut être pessimiste, il faut être optimiste devant la vie, et c'est un des meilleurs moyens de bien vieillir, et comme vous le dites très bien, de bien vivre. Merci beaucoup Françoise Forette. Pour cette introduction optimiste et justement qui rappelle que d'un point de vue arithmétique, cette réalité-là, elle est largement majoritaire. Il faudra qu'on aborde aussi dans un deuxième temps, dans un instant, évidemment, les 8% qui, eux, sont en perte d'autonomie que vous évoquiez tout à l'heure. Mais en tout cas, merci pour cette introduction rassurante. Parmi les activités, j'en ai oublié une qui, paraît-il, est excellente, c'est l'activité sexuelle. Allons bon. J'espère que tout le monde a bien noté tous ces précieux conseils. Voilà. Merci beaucoup Françoise Forette pour tous ces conseils rassurants pour la longévité des syndicalistes et des autres. Ils peuvent se reproduire en plus. Pierre-Henri Taveillot, je crois que les philosophes aussi ont une belle longévité. Alors tout ça, c'est évidemment encourageant et puis ça permet de remettre en perspective le sujet. Mais il y a une première question quand même qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, puisqu'on parle du grand âge et de cette perspective et de la façon de le préparer, mais au fait, Pierre-Henri, quand est-ce que je serai vieux ? À quel âge on est vieux ? À quel âge on est vieux ? On peut demander à la salle peut-être. Est-ce qu'il y a des vieux dans la salle ? Levez la main. D'accord, il y en a 5. Ici, j'en vois pas. Hein. Est-ce qu'il y a des jeunes ? Ah ouais. Est-ce qu'il y a des enfants ? Les enfants, levez la main ? Oui. Ouais. Bon, voilà. Donc, ça prouve une chose, c'est que c'est quand même un concept très relatif. Quand d'ailleurs on interroge les Français sur à quel âge on devient vieux, la réponse est assez précise, c'est 80 ans,4. Mais ce qu'oublient d'ailleurs les sondages, c'est qu'ils disent immédiatement après que ce n'est pas une question d'âge. Alors, c'est une question de quoi ? C'est ça la question. Donc, c'est là où je pense qu'il faut faire un petit détour par l'histoire de la philosophie, en rappelant que ce qu'on a tendance un peu à oublier, c'est que la question du vieillissement, c'est pas nouveau. On a l'impression souvent dans les débats sur le vieillissement qu'on découvre le problème du vieillissement, alors que ça fait quand même pas mal de temps que l'humanité vieillit. Alors évidemment, la masse, si je puis dire, en valeur absolue de personnes âgées est plus importante peut-être. Quoique, parce qu'il y a certains démographes qui disent qu'on est vieux quand il nous reste 10 ans à vivre. Alors, on ne sait pas exactement, ce qui fait qu'on n'est jamais vieux, du même coup. C'est pas mal comme définition. Mais cette définition permet aussi de relativiser le fait du critère d'âge de la vieillesse, c'est effectivement très aléatoire. Ce que je voudrais raconter, c'est qu'on a, sur cette question du vieillissement, presque la première grande querelle philosophique que je voudrais vous raconter très, très rapidement parce qu'elle est tout à fait passionnante et en même temps très stimulante et qui prouve que sur cette question, mal vieillir, bien vieillir, est-ce que vieillir est une bonne chose ou une mauvaise chose ? En fait, les arguments principaux ont été prononcés depuis très longtemps. Elle commence, cette querelle, à Athènes, comme il se doit, par une phrase du grand sage Solon, créateur pour certains de la démocratie athénienne, qui a cette petite phrase « En vieillissant, je continue d'apprendre », qui est une phrase qui irait tout à fait dans ce que vous disiez à l'instant. Et il faut peut-être raconter le contexte de cette phrase qui va avoir, je le dis tout de suite, un succès extraordinaire parce que cette petite phrase « En vieillissant, je continue d'apprendre » va être reprise, recitée par à peu près tous les grands philosophes de Platon jusqu'à nos jours quasiment. Or, cette phrase, dans le contexte, était une réponse à un poème qui avait été rédigé quelque temps auparavant par un poète très célèbre à l'époque qui s'appelait Mimnerme de Colophon.
Colophon, c'était en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Et dans ce poème, Mimnerme de Colophon reprend le mythe de la déesse Aurore. Je vous raconte très rapidement ce mythe. Aurore était une déesse secondaire, mais néanmoins absolument sublime, belle, bien sûr, et qui eut le malheur un jour de tomber amoureuse d'un jeune et beau mortel. Rapidement, elle voit le problème. C'est-à-dire que ça ne va pas durer très longtemps. Aussi, elle se précipite sur l'Olympe pour aller demander à Zeus l'immortalité pour ce jeune et beau mortel qui s'appelle Titon. Et à sa grande surprise, Zeus n'émet aucune objection. Même avec un petit sourire en coin, il lui dit « il n'y a pas de problème. Ton Titon, il est immortel. » Le problème, c'est que rapidement, ce Titon immortel devint impropre à l'usage. Parce que Aurore avait oublié de demander le complément indispensable de l'immortalité, l'éternelle jeunesse. Ce qui fait que Titon rapidement se rabougrit, devint assez inapte aux fonctions essentielles d'un conjoint, assez inapte à l'usage. D'ailleurs, une version du mythe dit qu'il se transforma progressivement, il s'assèche, et il se transforma en herbe aromatique. Comme il était très beau, il sentait aussi très bon, on pouvait le mettre dans la soupe. Voilà, mais c'était le seul usage à peu près qu'on pouvait en faire. Et donc, reprenons ce mythe qui dit qu'effectivement l'éternité ne vaut rien si on n'a pas l'éternelle jeunesse, ce qui d'ailleurs est toujours un enjeu des questions de transhumanisme, parce que le transhumanisme nous promet peut-être une éternité biologique, mais oublie qu'il y a un truc qui a du mal à rester jeune, c'est le cerveau en effet, et que si à 1000 ans je suis jeune dans un corps formidablement jeune, mais si le cerveau ne fonctionne plus, ça peut être un peu problématique. Et donc Mimnerme de Colophon termine son poème de la manière suivante. Zeus fit don, je le cite, donc 6e siècle avant Jésus-Christ, vous voyez, c'est un poème qui nous parle toujours. Zeus fit don d'un mal éternel, la vieillesse, plus glaciale que la mort. Elle est fugitive comme un songe, la précieuse jeunesse, et la pénible, l'informe vieillesse est sans tarder suspendue sur nos têtes. Elle est odieuse et méprisable à la fois, elle qui rend l'homme méconnaissable, qui trouble les yeux et voile l'esprit. Puissais-je, sans maladie et sans pénible souci, rencontrer à 60 ans, donc la retraite, le lot de la mort. Donc il faut mourir jeune, à 60 ans, et en pleine forme. Voilà le diagnostic. Quand Solon reçoit ce poème de l'autre côté, à Athènes, il est scandalisé. Il a à l'époque 80 ans, et il dit « je ne comprends pas cette fin ». Je ne suis pas du tout d'accord, j'ai 80 ans, et d'ailleurs, ce qui témoigne du fait que ce diagnostic de Mimnerme de Colophon est faux, c'est que probablement quand je mourrai, alors même que j'aurai 80 ans, eh bien, mes proches vont me regretter, peut-être me pleurer, et d'une certaine manière, la vieillesse n'est pas un naufrage, comme disait De Gaulle, mais je rappelle qu'il le disait à propos de Pétain, très important. La vieillesse n'est pas un naufrage, elle a des vertus, elle a une qualité, et c'est à ce propos que Solon se propose de transformer la fin du poème de Mimnerme de Colophon en disant, non pas puissais-je rencontrer sans maladie la mort, en vieillissant, je continue d'apprendre. En vieillissant, je continue d'apprendre. Et cette petite phrase va enclencher une polémique extraordinaire, très rapide, où en quelques années, et ensuite au fil du temps, vous allez avoir tous les arguments posés, vieillir pour ou vieillir contre. Et je voudrais rapidement, parce qu'on peut le faire très vite, poser les principaux arguments de cette gigantesque querelle, mais passionnante querelle. Premier argument qui sera évoqué notamment par Aristote. Aristote qui est un penseur de la vie et qui considère qu'effectivement, il n'y a pas à tortiller, la vieillesse est un déclin. Il y avait une image qui courait dans la pensée grecque, c'est que la vie, bios, est comme un arc. Voilà. Il y a un point ultime où les choses ensuite commencent à décliner. Aristote le dit d'ailleurs dans la rhétorique, le point ultime c'est 35 ans pour le corps, 49 ans environ pour l'esprit. Alors tout ça, c'est des chiffres très précis, mais vous voyez, c'est quand même 49 ans, c'est des choses qu'on pourrait encore acter aujourd'hui. Hein. Donc c'est pas nouveau. Et au-delà, j'allais dire, votre ticket n'est plus valable. Comme disait Romain Gary, c'est au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, c'est-à-dire qu'effectivement, la vie est un déclin. Certes, il nous arrive d'admirer de beaux
d'énergiques et de splendides vieillards, mais ce que nous admirons, c'est jamais la vieillesse. C'est l'énergie, la beauté qu'ils ont en dépit de la vieillesse. La vieillesse, elle, on ne l'admire jamais. Donc, contre, vieillir contre, c'est un déclin. Et il ne faut pas s'illusionner, c'est un déclin. Faux, va répondre le principal adversaire d'Aristote plus tard, qui sera d'abord Platon, mais avant lui, et puis ensuite Cicéron dans un texte magnifique qui s'appelle le De Senectute, qui dit mais pas du tout. La vieillesse est une manière de s'épanouir, parce que en vieillissant, il y a un certain nombre de pulsions, de passions, de prétentions que l'on évacue. Il y a une très belle image qui sera reprise par Plotin, et qui dit le sage doit savoir sculpter sa propre statue. Ce qui ne veut pas dire que le sage doit se faire du bodybuilding en sculptant un score de Schwarzenegger, mais c'est de dire, sculpter sa propre statue, la statuaire pour les Grecs est un art qui enlève par rapport à la peinture, qui est un art qui ajoute. Donc vous avez le bloc de marbre, et de ce bloc de marbre, il faut ôter le superflu pour faire apparaître la quintessence des choses. Et donc, dit Plotin, et d'une certaine façon avant lui Cicéron, la forme est déjà là, il faut enlever le superflu. Et la sagesse, c'est enlever le superflu, enlever ce qu'il y a de trop, et faire apparaître la quintessence. Et donc, on ne peut pas être sage en étant jeune. C'est d'ailleurs pour ça que le philosophe est un formidable métier, parce que c'est aujourd'hui, si vous y réfléchissez, le seul métier où l'on peut vraiment vieillir. J'allais dire, même pape n'est plus forcément... Les papes démissionnent maintenant, donc c'est moins bien. Philosophe, c'est le seul métier où vous avez vraiment intérêt à vieillir et où vous bonifiez avec le temps, comme le bon vin. Donc c'est un très bon métier, ça. Et puis en plus, ça permet de radoter devant un public captif, ce qui est toujours très bien aussi, quand on est vieux. Voilà donc deuxième argument pour la vieillesse. Troisième argument à l'inverse qui va dire, mais attendez, c'est une gigantesque truanderie. En fait, c'est de l'hypocrisie. Identifier la sagesse et la vieillesse, c'est une totale truanderie. Et c'est Nietzsche qui va dire ça, entre autres, en disant, certes, le sage est ascétique, il est recueilli. Le vieillard est ascétique et recueilli. Mais pas du tout. Cette sérénité, c'est de la lassitude. Cette ascèse, c'est un manque d'appétit. C'est une impuissance sexuelle. Ce recueillement, c'est l'égoïsme. Donc le sage, le vieux, c'est celui qui parvient à faire passer pour sagesse ce qui est en effet uniquement un déclin. Donc à bas la vieillesse. Et en plus qui arrive à convaincre les jeunes qu'il faut plutôt passer sa vie dans les livres plutôt que de vivre. La vieillesse est une gigantesque truanderie, une hypocrisie abominable. Et alors, dirait Rousseau, dans un très beau texte, qui est peut-être le texte le plus lucide sur la vieillesse, les rêveries du promeneur solitaire, que je vous cite. Les rêveries du promeneur solitaire, qui est le dernier texte de Rousseau, qui n'a cessé de parler de lui, les confessions, Rousseau juge de Jean-Jacques, mais qui cette fois-ci, à quelques mois de sa mort, il ne le sait pas encore, se dit, il faut vraiment que je règle mes comptes avec moi-même. Et il reprend la phrase de Solon. Je vous cite ce texte, et je termine après. « Je n'ai pas, dit Rousseau, comme Solon, le bonheur de pouvoir m'instruire chaque jour en vieillissant. Et je dois même me garantir du dangereux orgueil de vouloir apprendre ce que je suis désormais hors d'état de bien savoir. » Donc il accepte le fait qu'on apprend quand même moins bien, même si on peut apprendre des langues. « Mais s'il me reste un peu d'acquisition à espérer du côté des lumières utiles, il m'en reste de bien importantes à faire du côté des vertus nécessaires à mon état. C'est à cette unique et utile étude que je consacre le reste de ma vieillesse, heureux si par mes progrès sur moi-même, j'apprends à sortir de la vie non meilleur, car cela n'est pas possible, mais plus vertueux que je n'y suis entré. » Ce que nous dit Rousseau, c'est qu'il y a, malgré le déclin, des progrès à faire encore. Pas des progrès à l'égard du monde, le travail, la production, mais des progrès à faire sur soi. Et donc, en effet, en vieillissant, je continue d'apprendre, non pas sur le monde, non pas des savoirs, mais sur moi. Et ça, c'est un champ qui est un champ totalement infini. Voilà cette gigantesque querelle. Juste un mot pour terminer. Qui a raison ? Qui a raison entre Aristote, Cicéron, entre Rousseau ou Nietzsche ? Qui a raison ? Eh bien, c'est ça l'intérêt de la philosophie, c'est que les quatre ont probablement raison. Elle se niche, non pas dans une motion de synthèse type Solferino, il ne s'agit pas du tout de ça.
c'est que chaque position philosophique occupe une manière de regarder la vieillesse que l'on occupera probablement toujours. Certes, la vieillesse, il faut bien le constater, c'est un déclin pour certains. Mais ce n'est pas que ça. Ça peut être aussi un épanouissement, une sorte de saveur automnale. Finalement, une vie sans vieillesse vaut-elle d'être vécue? On peut se poser la question. Certes, la vieillesse, c'est un peu d'hypocrisie. Oui. Certes, aussi, la vieillesse, c'est un approfondissement de soi. C'est les quatre ensemble, en même temps. Pardon. Et on va occuper ces positions. C'est-à-dire qu'on aura effectivement plusieurs visages de la vieillesse, un visage hideux, un visage enthousiasmant, un visage ouvert. Mais l'idée essentielle, c'est qu'effectivement, cette vieillesse-là, pour être bien vécue, eh bien, doit se cultiver, doit réfléchir à son état. Et peut-être on pourrait dire la chose suivante, pour terminer, ce propos liminaire, trop long, c'est de dire, en fait, souvent on pense que bien vieillir, c'est rester jeune et rester en bonne santé. Eh bien, si c'est ça, on va être malheureux. Mais si en revanche on dit bien vieillir, c'est rester en lien avec les autres, avec le monde et avec soi, et rester adulte, c'est-à-dire rester autonome, là, on a peut-être des chances de réussir sa vieillesse. Merci. Merci Pierre-Henri pour cette intervention empreinte de sagesse. Voilà. Et une sagesse très en même temps, comme tu l'as fait remarquer, effectivement. Alors, il n'empêche que certes, on a appréhendé maintenant cet enjeu de la vieillesse, du bien vieillir par différentes portes d'entrée en quelque sorte, et avec une approche relativement optimiste, en tout cas encourageante, pour essayer de comprendre comment maîtriser cette évolution, comment maîtriser ce temps et comment en profiter pleinement. Et pour autant, on va maintenant aborder la face un petit peu plus sombre et un peu plus brièvement. Françoise Forret, vous l'évoquiez tout à l'heure en introduction, 92% des plus de 60 ans ne souffrent pas de perte d'autonomie et tout va bien pour eux. Ça veut dire qu'il y en a quand même 8% qui en souffrent. Je crois qu'il y a à peu près 15 millions de personnes qui ont plus de 60 ans aujourd'hui en France. Ce pourcentage de 8%, il atteint, je crois, 20% des plus de 80 ans qui souffrent de perte d'autonomie à peu près. Donc, qu'est-ce que c'est que cette réalité-là, qui est une face évidemment un peu plus sombre, un peu plus douloureuse du vieillissement et de l'appréhension du grand âge? Qu'est-ce que ça pose comme enjeu, d'une part humain, et puis aussi comme enjeu financier d'ailleurs, comme enjeu financier pour le fonctionnement de la société? Et à ce titre, on va encore plus noircir un petit peu l'ambiance, puisque vous avez une proposition fort intéressante que vous avez défendue dans une tribune publiée dans Le Monde il y a quelques mois, qui est justement pour répondre à cet enjeu financier croissant et qui ira croissant à l'avenir, d'instaurer ce que vous appelez une assurance dépendance publique obligatoire, ce qui évidemment passerait par une forme de cotisation, ce qui n'est pas tout à fait le genre de proposition, à mon avis, qui est dans l'air du temps, en tout cas pour la semaine à venir. Absolument. Et c'est ça le problème, parce que ça n'est pas le problème d'aujourd'hui. Ça a été le problème de tout temps à jamais. Ça s'est appelé un cinquième risque. Et puis tous les gouvernements ont essayé de réfléchir à cette possibilité. Et aucun n'a eu le courage, finalement, d'arriver dans une campagne électorale en disant bah, écoutez, mes bons amis, moi, ce que je vais faire, c'est vous imposer une cotisation supplémentaire. Alors, effectivement, moi, j'ai vu beaucoup de patients dépendants et beaucoup de familles dépendantes dans mon bureau. Et la dépendance, ça peut être un drame, une tragédie personnelle. Pas toujours. Hein. Il y a des personnes qui prennent ça avec beaucoup de courage. Il y en a d'autres qui sont absolument détruites par la perspective d'être dépendantes. Et surtout, la composante financière que vous venez d'évoquer est extrêmement difficile pour la majorité des familles. Alors, très souvent, on a dit, écoutez, vous avez qu'à liquidifier, comme on dit, votre patrimoine. C'est ce qu'elles font déjà. Ce n'est pas la peine de leur conseiller, c'est ce qu'elles font déjà. Mais d'abord, il faut avoir un patrimoine. D'autres solutions sont très, très mal supportées par l'ensemble des personnes. Par exemple, être tributaire de ce qu'elles appellent la charité de mes enfants. J'ai entendu ce terme dans la bouche de personnes âgées. Et elles sont désolées en disant mais ils ont autre chose à faire que de dépenser de l'argent pour payer mon EHPAD. EHPAD, tiens, encore un mot inventé par l'administration,
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Qui a envie d'aller dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes? C'est absolument épouvantable. Bon, encore faut-il le payer. Alors, effectivement, avec mes collègues d'ILC et aidés d'actuaires, parce que moi je ne suis pas économiste ni actuaire, on a essayé de réfléchir à une assurance autonomie publique obligatoire. Parce que l'environnement démographique de la dépendance se prête admirablement à un système assurantiel. Dans la mesure où, par exemple, on cotise beaucoup pour la maladie, mais 100% d'entre nous bénéficient de l'assurance maladie à un moment de l'existence. On cotise beaucoup pour la retraite. C'est très cher. Les gens ne regardent pas leur fiche de paye, mais c'est absolument énorme. Mais chacun d'entre nous a envie d'avoir une retraite suffisante, et 100% d'entre nous, sauf ceux qui sont morts avant, mais il n'y en a pas beaucoup, heureusement, bénéficient de leur retraite. Pour la dépendance, c'est différent. Ce que nous souhaitons faire, nous, c'est faire cotiser absolument tout le monde dès le premier salaire ou les premiers émoluments. C'est-à-dire les salariés, les non-salariés, les retraités et toutes les personnes qui ont des revenus, quels qu'ils soient. Deuxièmement, pourquoi obligatoire ? Parce qu'à 25 ans, on ne pense pas à ces dépendances. Et c'est bien pour ça. Le système assurantiel qui existe et qui n'est pas bon à l'heure actuelle fait qu'on commence à cotiser à 60 ans ou 70 ans. On a des primes énormes et des prestations strictement insuffisantes. Donc, obligatoire. Il faut qu'elle soit publique. Pourquoi ? Parce que le système de l'assurance privée, qui est un bon système pour plein d'assurances, implique qu'il y ait un tri des bénéficiaires. C'est-à-dire, si vous êtes malade, par exemple, soit on vous fait payer des primes beaucoup plus chères, soit on ne vous prend pas du tout. C'est totalement antinomique avec la dépendance, parce que si on est à risque de dépendance et qu'on ne vous prend pas en assurance, le système ne peut pas fonctionner. Donc il faut qu'il soit public, comme l'assurance maladie. Selon le principe, je cotise selon mes moyens, je reçois selon mes besoins. Donc obligatoire, il faut que ce soit indexé sur les salaires, bien évidemment, et il faut surtout que les primes soient très peu importantes, surtout bien évidemment à l'heure actuelle. Et nos actuaires ont calculé qu'en cotisant 1 euro par jour, ce qui n'est pas beaucoup, 1 euro par jour, on arrive à capitaliser, si je puis dire, 16 milliards d'euros, alors et le système serait finalement pour être soutenu jusqu'à 2060. Alors, j'ai beaucoup de discussions avec Bertrand Fragonard, qui est à la tête du Haut Conseil à la famille, l'enfance et l'âge, et je lui dis, vous voyez, moi j'apporte 16 milliards d'euros. Et lui me répond, non, vous coûtez 16 milliards d'euros avec votre assurance dépendance. C'est une façon de voir, mais c'est en réalité de l'argent neuf. On ne peut pas compter sur l'État qui, à l'heure actuelle, dont les caisses sont vides à l'heure actuelle. Donc on apporte 16 milliards d'euros. Donc si l'assurance est publique, obligatoire et basée sur l'ensemble des revenus, on arrive à un système cohérent qui peut sortir. On a des prestations qui sont des prestations importantes, qui peuvent sortir les familles qui sont atteintes par la dépendance d'un de leurs membres à peu près à un équilibre financier absolument satisfaisant. Merci Françoise Forêt. Mais il faut une cotisation. Voilà, il faut une cotisation, effectivement. Et il faut qu'existe, probablement, Pierre-Henri Tavoyot, qu'existe, que persiste, que continue, qu'il faut peut-être conforter le sentiment de lien intergénérationnel aussi. Est-ce qu'on entend parfois, je vais poser la question volontairement de façon un peu caricaturale, cette idée reçue le lien intergénérationnel, c'était mieux avant, voilà, en quelque sorte, et aujourd'hui, on va vers peu ou prou la guerre des générations. Est-ce que c'est une perspective crédible ? Non, je pense que le schéma de la guerre des générations est non seulement faux, mais toxique. C'est-à-dire qu'on a la nostalgie d'une solidarité intergénérationnelle de jadis qu'on idéalise un peu, alors qu'elle était contrainte, c'était obligé, elle n'était pas basée sur des choix personnels, et elle était potentiellement aussi problématique dans les liens, parce que étant obligée, elle n'était pas, disons, formidablement favorable. Aujourd'hui, le vrai mystère, c'est que nous ayons encore une solidarité intergénérationnelle très forte, alors que tout le monde dit nous sommes des sociétés égoïstes, individualistes, consuméristes. On devrait s'en foutre des vieux. On devrait s'en foutre totalement, et même accélérer leur disparition. C'est exactement le contraire qui se passe. On a l'image d'une société qui déteste la vieillesse, mais c'est faux. Jamais aujourd'hui, une société dans toute l'histoire de l'humanité n'a autant réfléchi à cette
âge de la vie, à cette fin de vie, à cette perspective de l'améliorer le mieux possible. C'est un investissement d'une société entière. On peut dire qu'on n'y va pas assez, que c'est pas assez fort, c'est pas assez loin, mais jamais ça n'a autant occupé les esprits et aussi les comptes publics. Et donc de ce point de vue-là, on a une vision, encore une fois, je reviens, autoflagellante, culpabilisante de notre société, alors que c'est un lien qui est extrêmement fort. C'est une solidarité qui fonctionne dans les deux sens d'ailleurs. Dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est une solidarité des générations aînées, comme on dit, parce qu'on n'en dit pas les vieux, on n'ose plus dire les vieux, à l'égard des jeunes. C'est une solidarité, c'est une double transmission, une chaîne de transmission qui va dans les deux sens, et tous les signaux sont au vert, c'est-à-dire l'aide financière dans les deux sens est très importante, c'est-à-dire les personnes âgées qui aident leurs enfants ou leurs petits-enfants, c'est très important en cas de coup dur, mais ça va aussi dans l'autre sens, dans beaucoup de cas, avec une aide qui existe justement dans les cas de dépendance, qui est tout à fait considérable. C'est une aide réticulaire, ce qu'on appelle l'aide réticulaire, c'est-à-dire l'aide des réseaux. On fait jouer les réseaux pour placer le petit ou pour trouver voilà, une maison. C'est une aide quotidienne qui est très présente. Et si on fait le calcul, et on arrive aujourd'hui à comptabiliser assez bien ça, on voit que tout est formidable au sein de la cellule familiale. Donc en fait, le lien intergénérationnel sur lequel on est inquiet, et c'est une bonne nouvelle. L'épisode de la canicule qu'on avance souvent comme étant l'exemple de l'absence de cette guerre, de cette lien intergénérationnel. Oui, ça aurait été tragique si cette canicule avait été prise à la légère. Mais en vérité, l'année suivante, un nombre d'initiatives incroyables est né, qui sont toujours présentes aujourd'hui. En fait, effectivement, les gens soient attentifs aux aînés pendant les périodes de vacances. Et donc, on peut être pessimiste en disant c'est une catastrophe, ça a été vrai, mais on peut être optimiste en regardant le fait que les moyens aujourd'hui pour éviter ce genre de choses sont présents. Merci Pierre-Henri Taveillot, merci Françoise Forette. Et vous reviendrez vers nous tout à l'heure, évidemment, pour répondre à toutes les questions qui viendront de la salle. Et nous allons passer dans un instant à notre deuxième débat de l'après-midi, consacré à la suite logique après le grand âge. Évidemment, nous allons aborder maintenant la question de l'intelligence artificielle. Francis,